fibrillation atriale et puis surtout de moyens diagnostiques actuels qu'on a, qui sont miniaturisés pour faire le diagnostic plus facilement, et puis de traitements aussi, type d'ablation. Et je vais essayer de comparer un petit peu la cryoablation qu'on a débuté il y a à peu près 1 an ici avec la radiofréquence. Pourquoi on s'intéresse à l'AFA? Parce que c'est un vrai phénomène de santé publique, un vrai problème de santé publique. Il faut savoir qu'à peu près ça représente 5 à 6% des patients de plus de 60 ans et que à partir de 80 ans, la prévalence est à peu près de 18%, ce qui est relativement énorme. Les complications, elles sont relativement importantes. La fibrillation atriale, c'est le trouble du rythme le plus fréquent et les complications thromboemboliques en sont la preuve, avec 5 fois plus de risque d'AVC chez les patients qui font de l'AFA et un risque de morbimortalité avec des complications à type d'insuffisance cardiaque avec un risque de 3 fois plus élevé. Et le problème des AVC de l'AFA, c'est qu'ils sont beaucoup plus incapacitants que les autres types d'AVC. Alors, la majorité des thrombies qui se forment dans les auricules, à peu près dans 90% des cas. L'auricule, c'est un cul-de-sac, un reliquat embryonnaire qui se situe sur les parois latérales des oreillettes, essentiellement l'oreillette gauche, puisque là, c'est ce qui nous intéresse. Et donc, à partir de ces petits auricules, des thrombies peuvent se former, puisque la fibrillation atriale, c'est une espèce d'anarchie électrique dans l'oreillette, avec une oreillette qui perd sa capacité à se contracter, et du coup, le sang, au contact d'une paroi qui ne se contracte plus, ça fait des caillots, et ces caillots vont préférentiellement se localiser dans les auricules. Et là, on peut voir la migration d'un caillot depuis l'auricule ici. On le voit migrer progressivement au niveau de l'appendice du coup, puis on le voit sortir. C'est des images assez exceptionnelles de Théo. Et donc, une fois que l'auricule est libre de tout thrombus, quand il y en avait un auparavant, ça risque de faire des dégâts au niveau embolie avec risque d'AVC ou d'ischémie des membres ou mésentérique, etc. Alors, le problème de la fibrillation atriale, pas de la fibrillation atriale, mais au niveau des AVC, on sait que 80% des AVC sont d'origine ischémique et 20% d'origine hémorragique. Maintenant, dans les AVC ischémiques, on sait que dans les étiologies retrouvées, il y a, dans 30 à 40% des cas, on n'en a pas retrouvé, et on appelle ça des AVC cryptogéniques. Et c'est ceux-là pour lesquels on va s'efforcer d'essayer de retrouver une origine, une étiologie, et dans la plupart des cas, on va retrouver finalement de la fibrillation atriale qui était asymptomatique, qui est passée inaperçue, et on va s'efforcer donc de chercher cette fibrillation atriale. Pour ça, aujourd'hui, on sait qu'il y a des études qui nous ont démontré, comme Embrace AF, qui nous a démontré que plus on enregistre, on monitore les patients pendant longtemps, plus on va récupérer de la fibrillation atriale. Et là, on peut voir sur ce diagramme qu'en fait, à 24 heures, on a à peu près un pourcentage de fibrillation atriale qui est de l'ordre de 2%. À 1 semaine, quand on enregistre en permanence, on passe à 7%, et à 2 semaines, on passe à 11%, etc., jusqu'à un monitoring de 1 mois de l'ordre de 14% de détection de fibrillation atriale en plus. C'est vachement important, et ça va nous permettre d'ajuster le traitement chez les patients qui ont fait des AVC cryptogéniques et chez lesquels, initialement, on n'avait rien trouvé. Aujourd'hui, les holters qu'on a, c'est des holters un petit peu non invasifs, on va dire, puisque ce sont des espèces de gilets qu'on porte sur nous avec des électrodes qu'on branche et qui peuvent durer de 24, 48 heures jusqu'à 4 jours, certains de 1 mois, mais qui sont plus des marqueurs d'événements. Donc on reste assez limité avec beaucoup de parasites. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des holters donc implantables et maintenant même injectables qui sont miniaturisés et qui vont nous permettre d'enregistrer la fibrillation atriale. Là encore, c'est pour insister sur sur cette étude Embrace AF, où on peut voir que les FA transitoires sont diagnostiqués chez à peu près 15% des patients de plus dans les 30 jours après la survenue d'un AVC, 9% de plus entre J30 et le 6e mois, et 30% de plus entre J30 et le 3e mois, c'est l'étude Crystal AF. Donc vous voyez que plus on enregistre, plus on va trouver des choses. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir ces petits holters. Alors je vous en ai apporté, parce que quand même c'est plus facile. Alors ils sont tout petits, je vais vous les faire passer, parce que effectivement c'est de plus en plus miniaturisé. Donc ça c'est le holter implantable qu'on mettait jusqu'à présent, qui est remboursé. Et ça c'est le nouveau holter, donc ça c'est plutôt un briquet, c'est plutôt une allumette. Voilà ce qu'on injecte aujourd'hui, donc je vais vous les faire passer. En fait, il faut savoir que
Donc c'est un holter qui se met au niveau du thorax, quatrième espace intercostal, à peu près à 2 cm par asternale gauche. On l'oriente un petit peu vers l'extérieur comme ça, et ça se met en 2 minutes. Il faut faire une petite anesthésie locale au préalable, une petite désinfection. Nous on fait ça pour l'instant encore en salle de bloc opératoire, mais bientôt ça pourra se faire en consultation. L'injection donc se fait par l'intermédiaire, donc tout est prévu, c'est dans une espèce de petite seringue préformée, et on n'a plus qu'à l'injecter directement sous la peau. Ça prend vraiment 2 minutes. C'est pratiquement indolore à partir du moment où on a fait une bonne anesthésie locale. On referme soit avec un petit fil, soit avec des strips, et terminé. L'avantage, c'est que, et je vais vous le remontrer auparavant, c'est que le patient peut, quand il ressent des symptômes ou autres, qui pourrait être de l'arythmie ou s'il a des syncopes ou des choses comme ça, mais s'il a des palpitations ou des choses comme ça, il peut appuyer avec une télécommande, ce qui va générer un signal sur son smartphone. Son smartphone va envoyer le tracé directement via la télécardiologie sur une centrale à distance qui, en fonction du type d'alerte, va m'envoyer un message pour me dire « Tiens, tel patient a eu une alerte, il a fait un épisode d'arythmie ». Alors soit c'est l'appareil qui a des algorithmes prédéfinis et qui vont déterminer oui il y a eu de l'AFA, à ce moment-là il va me l'envoyer, soit c'est le patient sur un symptôme qui va déclencher l'alerte. Donc, et ça marche relativement bien. Alors c'est un peu les balbutiements, ça existe déjà très bien pour les pacemakers et défibrillateurs, et pour ces holters là ça existe aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire sur le holter injectable. Donc on arrive à miniaturiser, à faire des choses très petites qui sont aussi efficaces que ce qu'on avait auparavant et qui nous permettent de détecter l'AFA, ce qui est très important aujourd'hui, notamment dans les AVC cryptogéniques. Je vais passer au traitement. Je vais faire un peu vite parce que l'heure tourne. Le traitement de l'ablation, le traitement de l'AFA, pardon, il passe par plusieurs choses. Tout d'abord, on a la possibilité de traiter par les médicaments, puis par éventuellement des chocs électriques ou par des techniques chirurgicales. Mais aujourd'hui, le traitement curatif de la fibrillation atriale passe par l'ablation, qui va se faire soit par radiofréquence, soit par cryothérapie. Juste un tout petit cours d'anatomie et de physiopathologie, juste pour vous montrer ici qu'on a en fait une oreillette gauche, avec donc des veines pulmonaires, la veine supérieure gauche, la veine inférieure gauche, la veine supérieure droite et l'inférieure droite. C'est une vue postérieure en fait, vous imaginez qu'il y a l'œsophage qui passe là. Et en fait, la fibrillation atriale démarre par des bombardements électriques qui proviennent des veines pulmonaires qui sont ici, à l'insertion entre la veine et l'oreillette. Et vous pouvez voir ici la limite de l'insertion entre les deux. Et toute cette partie jaune, c'est du muscle cardiaque. Et cette petite insertion-là, ça reste du muscle cardiaque aussi, qui est capable d'activité électrique et donc qui est capable de déclencher, de bombarder l'oreillette comme des extrasystoles un petit peu, des bombardements anarchiques qui vont contaminer tout le massif atrial et ce qui va ensuite déclencher l'arythmie sous forme de micro-petits circuits qui vont tourner, des millions de petits circuits qui tourneront et qui vont faire cette activité anarchique dans l'oreillette. Donc tout ça pour dire que tout démarre, le déclencheur, ce qu'on appelle la gâchette, ça démarre vraiment au niveau des veines pulmonaires. Et ça, c'est vachement important de le savoir parce que si on veut traiter la fibrillation atriale paroxystique, qui provient dans 90% des cas de ces déclencheurs de ces veines pulmonaires, eh ben, il va falloir isoler ces veines pulmonaires. Et ça va être tout le challenge qu'on va avoir pour essayer de traiter et guérir ces patients qui font de la fibrillation atriale. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a plusieurs traitements. Bon, les médicaments aujourd'hui, les techniques chirurgicales, la cardioversion, mais surtout, je vais insister sur les techniques d'ablation qui vont consister à aller donc entourer ces veines pulmonaires, donc brûler et isoler électriquement les veines pulmonaires, soit par le chaud, c'est ce qu'on appelle la radiofréquence, soit par le froid, c'est la cryothérapie. Le but, c'est en fait de brûler les tissus, des tissus qui sont initialement actifs, électriquement actifs, pour les rendre électriquement neutres, inactifs, en cicatrices fibreuses. Donc l'effet qu'on va avoir, c'est un effet thermique, alors soit par le chaud, soit par le froid. Par le chaud, on va monter à des températures de 50 degrés, des puissances de 40-50 watts, et par le froid, on va descendre à moins 40, moins 50 degrés. Et donc le résultat sera le même, on va avoir une destruction et une nécrose des cellules et des tissus pour aboutir à une cicatrice fibreuse à la suite qui n'aura plus cette activité électrique, et donc on aura coupé, isolé complètement électriquement, comme quand on met un coup de ciseau dans un fil électrique, l'électricité de part et d'autre ne passe plus. Ça va être le cas pour les veines pulmonaires.
pour ce qui est de la radiofréquence, on utilise un générateur de radiofréquence qui va nous fournir un courant sinusoïdal qui va en bout de sonde échauffer le tissu et donc le brûler et permettre donc de détruire et de nécroser les tissus. Pour ce qui est de la cryoablation, on utilise une console avec donc ça passe par des bouteilles d'azote et donc cette console va nous fournir donc par le biais de l'azote du froid qui va passer dans un cordon blanc ici et qui va rentrer dans une gaine jusqu'à l'extrémité et qui va gonfler un ballon et c'est ce ballon qui va aller brûler en une seule fois tout autour des veines pulmonaires. Voilà les lésions qu'on crée avec la cryoablation avec la radiofréquence. Alors vous pouvez voir avec la cryoablation, on fait des belles lésions bien ovalaires, bien rondes, avec un respect du l'endothélium au-dessus, alors que les lésions par radiofréquence sont beaucoup plus éclatées, mais dans les deux cas, ça aboutit à la même chose. Par contre, vous voyez un petit peu la formation de petits thrombis à la surface. Ça, c'est la différence avec la cryothérapie. La cryothérapie, il y a beaucoup moins de risques de formation de thrombis, alors qu'avec la radiofréquence, il y en a beaucoup plus. Voilà les cathéters qu'on utilise. Alors c'est des cathéters pour la radiofréquence, en tout cas c'est des cathéters de 4 ou 8 mm. C'est l'électrode distale qui mesure 4 ou 8 mm parce que c'est elle qui va entraîner la lésion, la brûlure. Et c'est des cathéters qui sont torquables pour nous permettre d'accéder plus facilement aux endroits où on veut aller brûler. Les avantages et inconvénients de la radiofréquence par rapport à la cryoablation, c'est que la radiofréquence c'est quelque chose qu'on utilise depuis très longtemps puisque c'est une technique, on va dire, qui s'est banalisée. Ça fait à peu près 20 ans qu'on fait de l'ablation par radiofréquence. Donc le coût est beaucoup moindre et on est beaucoup plus habitué à ça. La cryothérapie c'est beaucoup plus récent, on va dire que de façon banale, ça se fait un peu depuis une dizaine d'années à peu près. Ce qui est très important, c'est d'avoir un contact permanent avec le tissu. Si on n'a pas de contact, forcément on brûle pas, on brûle le sang, on va créer des pops et ça c'est très dangereux. L'avantage de la cryo, c'est comme un glaçon. Je sais pas si vous avez déjà pris un glaçon dans votre main, vous le mettez dans votre main, il va tenir tout seul. Et bien avec la cryo, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir un contact permanent. À partir du moment où on est en froid et on commence à atteindre des températures moins 10, moins 20 degrés, c'est collé, ça ne bougera plus et on est sûr d'avoir un contact en permanence. L'avantage aussi de la cryo, c'est que c'est beaucoup moins douloureux que la radiofréquence. La radiofréquence, c'est très douloureux, d'où le fait que depuis qu'on est à la HNFC, on a réussi à avoir une vacation pour faire ces procédures sous anesthésie générale, parce que les patients douillent en général, surtout quand on est proche de l'œsophage, c'est très douloureux à cet endroit-là, et on peut même avoir des complications parfois si on reste trop longtemps avec des perforations ou des fistules. La cryo, c'est beaucoup moins douloureux. On peut sentir comme si on mangeait une glace très très froide avec une sensation un petit peu de froid dans la nuque et dans le cou. Et c'est beaucoup plus tolérable et on les fait sous anesthésie locale. Les lésions sont un petit peu plus petites avec la radiofréquence qu'avec la cryo. Et puis le risque thrombogène dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez vu avec la radiofréquence, il y a un petit peu plus de risque de thrombie qui peuvent se former à la surface. Ça reste vraiment exceptionnel, mais bon, ça peut exister avec risque d'AVC. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme ce sont les veines qui font le déclencheur de la fibrillation atriale, ce sont elles qu'on va aller brûler, qu'on va aller isoler. Et donc c'est la pierre angulaire un petit peu du traitement ablatif. Et plus de 90%, 95% des centres utilisent cette technique comme en première intention dans la fibrillation paroxystique. Dans la fibrillation persistante, on va faire d'autres choses en plus d'isoler les veines parce qu'il y a d'autres foyers arythmogènes en plus qui entretiennent l'arythmie. Pour accéder à tout ça, on fait un abord fémoral par la veine, fémoral droit en général. On va monter des gaines jusque dans l'oreillette droite. Et une fois qu'on est dans l'oreillette droite, on va accéder à l'oreillette gauche par ce qu'on appelle un transseptal. On va prendre une aiguille qu'on va monter dans nos gaines. Et puis donc là, vous avez l'oreillette droite, ici l'oreillette gauche. Et on va se mettre dans la partie la plus fine qu'on appelle le foramen ovale. Vous voyez ici, c'est septum très épais. Là, c'est beaucoup plus fin entre les deux oreillettes. Et on va se mettre à ce niveau-là et on va ponctionner. Dans un certain nombre de cas, le trou est déjà fait. Il reste un petit foramen perméable. Mais dans 80% des cas, il faut passer avec une aiguille. Et on utilise souvent, pour être le plus sécuritaire, soit l'échographie intracardiaque, soit l'ETO, ce qui nous permet de voir cet aspect de tenting, qu'on appelle de toile de tente ici, comme quoi il y a bien le cathéter qui est en appui au bon endroit. Une fois qu'on est passé, alors dommage, il n'y a pas d'animation, dans les deux cas, que ce soit la radiofréquence ou la cryothérapie, on utilise le scanner. Le scanner a l'avantage de nous montrer l'anatomie des veines, savoir s'il y en a bien 4, 2 à gauche, 2 à droite. Parfois on en trouve 3 à droite. Parfois il y a un tronc commun à gauche, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça nous permet déjà de savoir un petit peu le challenge qu'on va avoir pour isoler les veines.
ce scanner, on le reconstruit avec des systèmes de cartographie qui nous permettent d'avoir des belles images et des images en 3 dimensions qu'on peut faire tourner. Alors je suis désolé pour la vidéo qui ne fonctionne pas, mais on peut enlever même l'aorte qui est ici, ou le ventricule gauche, et n'avoir que l'oreillette qui est ici derrière. Le petit bonhomme nous dit si on est de face ou postérieur ou latéral. Une fois qu'on a fait ça, pour la radiofréquence, on utilise donc ce système de cartographie qui va nous permettre de reconstruire le volume de l'oreillette, et on va naviguer dans ce volume, et vous allez pouvoir voir, donc là on est de face, avec la veine supérieure droite ici, l'auricule qui est par là, la veine supérieure gauche, et là vous avez notre lasso qui va aller dans les veines et qui va aller nous dire un petit peu, nous montrer l'activité électrique des veines, et ça c'est nos cathéters d'ablation qui est ici, qui va permettre de faire l'ablation ensuite. Et donc on va fusionner après le scanner, l'image du scanner, de l'oreillette du scanner, avec cette image de cartographie reconstruite, et on va naviguer dans ce volume, ce qui va avec une très grande précision, ce qui nous évite de prendre des rayons. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble en scopie, en radioscopie, mais bon, on l'utilise très peu. On a donc ici, là on est passé par le transseptal, on est dans l'oreillette gauche, on a donc le lasso dans la veine supérieure droite, et donc le cathéter d'ablation ici qui va brûler point par point tout autour de la veine. On va faire du point par point, et une fois qu'on a fait ça, eh ben, le lasso va nous enregistrer l'activité électrique dans les veines. Une fois qu'on a isolé la veine, eh ben, voilà l'activité électrique très rapide anarchique, ça c'est l'électrode surface avec les QRS, et là vous avez donc l'activité électrique très anarchique de la veine, et là vous voyez qu'il n'y a plus rien, c'est que la veine est isolée, elle n'enregistre plus d'activité électrique, donc c'est gagné. Pour ce qui est de la cryoablation, c'est à peu près la même chose, sauf que là, ça va être un peu plus rapide parce qu'en fait, au lieu de faire du point par point tout autour de la veine et brûler tout autour, on a un cathéter ballon qui va donc se remplir d'azote, qui va se gonfler et qui va donc brûler en une seule fois tout le pourtour de la veine, avec un petit lasso aussi qui est situé à l'extrémité, qui va enregistrer aussi l'activité électrique et nous prouver que la veine est bien déconnectée. C'est 4 minutes par veine. Donc une fois qu'on a fait tout notre montage avec le ballon, que tout est prêt, on va dans chaque veine, on fait nos 4 minutes par veine, et une fois qu'on a l'isolation, c'est terminé. Donc c'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins douloureux que la radiofréquence. Voilà un petit peu les 4 étapes. Donc une fois que le cathéter est monté, le ballon va être gonflé. Une fois qu'il est gonflé, on va s'assurer qu'on est bien occlusif en injectant du produit de contraste. Ici, il y a le petit lasso qui enregistre l'activité électrique dans la veine. Et ensuite, on va brûler pendant 4 minutes. On descend à moins 50, moins 60 degrés à peu près. Une fois que c'est fait, on dégonfle le ballon, on retire tout et on passe à la veine suivante. Une fois que les 4 veines sont isolées, encore une fois, c'est gagné. Voilà l'activité électrique un peu comme tout à l'heure que je vous montre. Alors, on ne voit pas très bien. On voit ici l'activité électrique dans la veine au niveau du lasso. L'activité électrique qui se déporte, on voit qu'on commence à ralentir l'arrivée de l'afflux électrique. Et là, il n'y a plus du tout d'afflux électrique. Ce qu'on voit là, c'est du Fairfield. C'est une écoute lointaine de l'activité électrique de l'oreillette. Et donc à ce moment-là, la veine est isolée. Les résultats, que ce soit la cryo ou la radiofréquence, toujours dans la fibrillation paroxystique, ils sont relativement bons quand même. Pour les fibrillations paroxystiques, on est aux alentours de 70 à 80%. C'est quand même pas mal, de façon pérenne, on a de très bons résultats. Nous, pour la cryo, ça fait 1 an que j'en fais. On a commencé en janvier l'année dernière. On a fait 21 procédures. J'ai eu 2 récidives. 2 récidives des patients que j'ai repris. Et en fait, les veines étaient bien isolées. Il y avait d'autres foyers ailleurs. Donc ça veut dire que là, je suis quand même assez content. La cryo marche pas mal. Pour les FA persistantes, c'est un petit peu moins bon. En fait, plus on arrive tardivement dans la FA, moins bons sont les résultats parce que la FA entretient la FA, donc plus on en fait, plus on va en faire, plus l'oreillette va se dilater, plus ce sera compliqué pour obtenir des résultats, un succès, quoi. Les complications, ça existe malheureusement, on en a eu. Les principales, bon, je passe l'hématome au point de ponction, les choses comme ça, les fistules artério-veineuses. Le principal risque, c'est l'AVC, qui est de l'ordre de 1%. Nous, on n'en a pas eu jusqu'à présent. Depuis 2006 que je fais des ablations par radiofréquence, on n'en a jamais eu ici. Touche du bois. Mais bon, ça risque d'arriver un jour. La tamponnade, on en a eu. On a eu quelques épanchements péricardiques, notamment certains drainés, sans complications. Et on a eu une tamponnade sur table qui s'est bien passée, pour laquelle on a fait intervenir le chirurgien vasculaire. Et le patient va bien aujourd'hui. Mais on n'a pas eu de décès. Mais sinon, nos événements pulmonaires, c'est beaucoup plus rare aujourd'hui. Et par contre, pour la cryoablation, il y a une chose particulière, c'est le risque de paralysie phrénique. Il y a le nerf phrénique qui passe pas très loin de la veine supérieure droite. Et avec la cryo, on a plus de risque d'atteindre ce nerf. Et si on l'atteint, le risque, c'est d'avoir une paralysie phrénique et une paralysie diaphragmatique.
Donc pour ça, on stimule le nerf pendant toute l'ablation, quand on est au niveau des veines droites, pour s'assurer qu'on n'est pas en train de le léser. Et bien sûr, ça, pour les patients, c'est un peu désagréable, parce que pendant 4 minutes, avoir le hoquet, c'est vachement dur. Mais bon. Les autres complications, la fistule atrioesophagienne, c'est rarissime, alors c'est hyper grave, c'est pratiquement mortel. Les embolies gazeuses, les arythmies, les infarctus, c'est extrêmement rare, on n'a jamais eu de choses comme ça. Mais voilà, c'est des complications qui peuvent arriver. Donc c'est pas anodin, toutes ces complications sont de l'ordre de 2 à 4%, ça dépend beaucoup des études. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, que je signale systématiquement aux patients, même parfois avant de leur dire les taux de succès. L'ablation, les recommandations aujourd'hui pour la fibrillation atriale, c'est une classe 1A, à partir du moment où le patient a eu un traitement au préalable et qui a été inefficace. Et en classe 2A, quand le patient n'a jamais eu de traitement, donc en première intention. Donc vraiment, c'est un des traitements les plus efficaces. Il faut savoir que pour le flutter, par exemple, aujourd'hui, le traitement, c'est l'ablation par radiofréquence. En conclusion, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que l'ablation des FA focales et des FA paroxystiques du sujet jeune sans cardiopathie sous-jacente, c'est l'indication de base, c'est la meilleure indication. Il faut par contre que le patient soit symptomatique. On joue sur les symptômes et d'abord, je leur dis toujours, on ne va pas arrêter le traitement tout de suite, on va d'abord vous guérir et essayer de faire en sorte que vous alliez mieux. Après, on verra si on diminue les médicaments ou pas et ce qu'on fera des anticoagulants notamment. Pour ce qui est des ablations d'AFA chroniques, les succès sont moins bons. Je pense qu'on en fait, j'en fais pas mal aussi. On a des bons résultats aussi, mais pour l'instant, bon, en tout cas avec la cryo, on ne peut pas en faire parce qu'il n'y a pas que avec la cryo, pour l'instant, on peut isoler que les veines pulmonaires parce que c'est des ballons. Et donc du coup, ça limite un petit peu parce que s'il y a d'autres foyers ailleurs dans l'oreillette, on ne peut pas les atteindre. Tout ça, ça va évoluer bien sûr. Juste pour terminer, des petites diapos sur notre activité. Là, c'est une évolution un petit peu de l'activité d'ablation depuis 2011. Alors, j'en fais depuis 2006 de l'ablation, mais depuis 2011, parce que c'est depuis 2011 que je fais de l'ablation de FA, enfin fin 2010, parce que je suis parti 1 an au Canada en 2010, et c'est à ce moment-là qu'au retour, on a commencé la FA. Vous avez vu qu'on n'en a pas fait beaucoup au début, et que progressivement, ça augmente. Bien sûr, d'autres tachycardies diminuent, notamment le flutter, parce que j'ai plus trop le temps d'en faire. Et donc on peut voir qu'entre 2016 et 2017, on a à peu près une vingtaine de procédures supplémentaires. C'est les 20 cryos dont je vous ai parlé. Les autres sont restés à peu près stables. Mais là, c'est les 20 cryos qu'on a eu en plus. Et donc, qui font qu'on a une activité d'ablation qui a progressé, malgré le déménagement, et grâce à nos équipes qui ont bien travaillé, parce que ça n'a pas été toujours simple. Voilà, donc là, c'est cette diapo qui vous montre un petit peu donc, là, au niveau des FA. Donc, on était à peu près standard aux alentours d'une 50aine en paroxystique et en persistante pour la radiofréquence. Et grâce à la cryo, on a augmenté notre activité de 20 procédures à peu près. Il faut compter 2 à 3 heures par procédure, c'est quand même assez long. Aujourd'hui, j'arrive en cryo sur une FA paroxystique à faire 1h30 et en radiofréquence à faire 2 heures. Mais comme maintenant on est passé sous-âgé par la radiofréquence, on perd un petit peu plus de temps. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on va beaucoup plus vite qu'avant, où au début c'était 4 à 5 heures de procédure. Voilà, ça c'est l'évolution des ablations complètes depuis 2006 qu'on a commencé, avec le petit creux en 2010-2011 où je suis parti au Canada. Donc voilà. Je vous remercie de votre attention, j'ai fini. Désolé pour les vidéos.